Bonjour, dear listeners, and welcome to Defense, the conversation about women in defense you never knew you could have. I'm Dr. Alex Valenti, and for those of you who have been following the Defense podcast over the past year, you will have noticed that there was a change in tagline there. The truth is, podcasting can be a very lonely endeavor. It's hard to get feedback, and statistics never really tell the full story. So while I was very happy with the topics I approached last year and the speakers I discussed them with, I felt perhaps I was casting too wide a net, both in terms of topics and audience. So I decided, with the new year and much soul searching, that it was time to refocus on something that is increasingly becoming an area of interest to me: women in defense. Now, don't go rolling your eyes just yet, dear listeners. The idea is not to fall into an overly feminist trap. I mean, there would be nothing wrong with that if that was my intent, but it isn't. The idea is to give space and a voice to story of women, past and present, who have done great things in defense. So, from discussing the role of women in various wars in history, something I already touched upon last year with Code Girls, Hedy Lamarr, Joan Curran, and Virginia Hall, to profiles and interviews of women that are doing great things today in the military, but also in industry, I just want to show the world the importance of women in defense and the work that still needs to be done for equality. And that includes equality in airtime because, dear listeners, there are currently no podcasts dedicated to women in defense. Oh, and by the way, conversations about gender equality are not just about women. They are also about the men who support and advocate for more gender equality, both in stories told and the way that we are treated. So that's why today, to inaugurate this new focus, my first guest is Yannick Smaldor, editor-in-chief of DefTech and dear friend of mine, who recently dedicated a whole dossier of women in defense in the latest issue of his magazine. Our conversation will be in French, but fear not, I will make a translated script available to all to make sure that everyone can enjoy. So, and now, let's dive into this little conversation. Bonjour Yannick et merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui. Bonjour Alex, merci à toi de m'accueillir. Eh ben écoute, c'est un vrai plaisir. Comme je viens de le dire dans mon introduction, un peu longue, je le reconnais, mais juste pour pouvoir donner un peu le, le background. Hem, Tu as fait dans ton dernier numéro, si je me rappelle bien, c'est le dernier numéro, c'est ça, de Ouais. DefTech? Mm. Exactement, c'est celui qui est en kiosque actuellement. Oui. On a Exact. fait un... Voilà, pardon, Ouais, on se marche sur les pieds. on va y arriver, pas de souci. On a fait effectivement deux dossiers, un technologique sur les sous-marins et un dossier qui me tenait à cœur effectivement sur la place des femmes dans le secteur de la défense, plutôt côté industriel puisque c'est le focus de notre magazine, Bien, et tout ce qui est juste industrie et innovation. OK, et justement, ben, avant de rentrer dans les détails du pourquoi et des choses que tu as appris, dans ces dossiers, je voulais te demander, de rappeler un peu à nos auditeurs, quel est de nous parler un peu de DevTech, en fait. Quel est le focus du magazine? De quoi vous parlez normalement? Alors, DevTech, c'est un magazine qui parle de l'innovation dans le secteur de la défense. C'est notre credo. On est donc un magazine du groupe Arayon qui va avoir d'autres titres comme DSI, Diplomatie, Carto, qui vont parler notamment diplomatie de toute la partie stratégie dans le secteur de la défense, le côté aussi diplomatique dans diplomatie. Nous, on voulait vraiment se focus sur les aspects technologiques et notamment tout ce qui change très très vite dans le monde de la défense en ce moment, avec les IA, avec les drones, avec les systèmes robotisés de manière générale. Et puis pas que, hein, on va s'intéresser aussi à des petites innovations, à des petites PME, des petites TPE en France qui ont des produits intéressants à mettre en avant et qui ne trouvent pas forcément de relais de communication dans la presse généraliste. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire et qu'on est ravi de faire. Ouais, je comprends. C'est vrai que souvent, quand on est sur les salons et qu'on voit ces petites entreprises, ces startups qui font des projets extrêmement intéressants, ça peut être frustrant, quand on s'entend dire par nos rédacteurs en Ah, chef, «Ben, non, en fait, faut parler des grosses c'est ça. entreprises, quoi». Exactement. Il y a de ça et il y a ça et donc et puis ça permet aussi de faire le lien avec un autre sujet qu'on aborde régulièrement dans DevTech, pas forcément systématiquement, mais régulièrement, qui est en fait celui des formations. Donc on essaie de donner la voix aussi à des écoles,
à des centres de formation qui pareil, vont en fait, eux, former les nouvelles générations d'ingénieurs, de techniciens, de communicants, enfin voilà, les nouvelles générations de personnes qui vont agir dans le secteur de la défense, y compris dans les startups, dans les entreprises de taille moyenne et de petite taille. Et voilà, pareil, ces plateformes, à part quelques pages de pub dans les magazines, ont rarement un support pour s'exprimer et puis pour en fait convaincre ces nouvelles générations, jeunes hommes et jeunes femmes, de venir s'investir dans le domaine de la défense et de l'aéronautique ou de la technique au sens large. Ouais, tout à fait. Et bien justement, puisque tu en parles, revenons sur ce dossier que tu as fait, dans ce dernier numéro. Donc ma première question pour toi, c'était un petit peu, pourquoi et pourquoi maintenant? Alors, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis longtemps, enfin, depuis toujours, enfin, depuis, en tout cas, toujours depuis que je suis arrivé dans le magazine, en tout cas. Mmh. Parce qu'effectivement, tu as dû le remarquer, nous, journalistes, on va vers les entreprises, quelle que soit leur taille. Nos premiers interlocuteurs sont souvent des interlocutrices, parce qu'en fait, finalement, dans le secteur dans les milieux de la communication, des relations presse, etc., on a souvent des communicants. Toujours, hein, mais on a quand même beaucoup de communicantes, on a beaucoup d'attachés de presse, femmes, et donc finalement notre premier lien, nous journalistes, avec ces grandes entreprises, sont souvent en fait des femmes qui vont, en tout cas en France, je trouve, beaucoup nous rediriger vers des hommes. Tout à fait. Pas, pas systématiquement, mais quand même beaucoup. Donc voilà, c'est déjà quelque chose, une espèce de dissonance, tu vois, qui faisait que tu fais bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Tu dis dans ma liste de contacts dans mon téléphone, c'est que des femmes, et finalement les personnes que j'interviewe sont souvent que des hommes. Donc tu dis bon, il y a peut-être un truc à creuser ici. Et puis finalement, en fait, à force de fréquenter ce milieu, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, hommes et femmes. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un léger biais. Quand tu vas avoir dans la même boîte une femme exceptionnelle et un homme exceptionnel, souvent, c'est l'homme qui va être mis en avant. Pas forcément pour des raisons machiavélique, tu vois, c'est pas forcément une volonté de l'entreprise de mettre l'homme en avant, mais des fois c'est simplement parce que l'homme va être plus à l'aise à parler en public, plus enclin à s'exprimer, puis peut-être va prendre, enfin moi voilà, j'imagine peut-être aussi moins s'en prendre plein la gueule s'il s'exprime sur YouTube ou sur un blog ou quoi que ce soit en étant un homme que si c'était une femme. Donc voilà, il y a ça qui, c'est un constat un peu triste, mais qui est, enfin, et je pense assez commun, malheureusement. Ouais. Donc voilà, donc je me suis dit faut peut-être essayer de changer un peu les choses. Puis après c'est Ouais. des rencontres. Là, sur le pourquoi maintenant, c'est au dernier salon du Bourget où j'avais discuté avec Aurélie Vidal de chez Lacroix. Je sais pas si tu la connais, c'est une collègue d'Éric, qui a un profil incroyable que je suis triste qu'elle ne soit pas dans ce dossier. Pour la raison de calendrier, ça n'avait pas pu se faire, mais on fera une interview une autre fois, j'espère. Mais voilà, qui m'a donné, qui m'a parlé longtemps de son métier, de ses voyages, des négociations, de son positionnement en tant que femme dans les équipes, et à quel point ça pouvait apporter des choses. À quel point ça pouvait débloquer des situations. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, cette conversation. Il me semble que c'était au Bourget. Et puis pareil, au Bourget, on a eu Patrick Gaillard et Fanny Turgis qui ont présenté le drone Aroc sur le stand de Turgis et Gaillard, qui était un des grands temps forts du salon du Bourget côté français. Et dont tu parles Patrick, dans le dossier d'ailleurs, dont si je je me parle rappelle dans le bien? magazine, Ouais. exactement, dont je parle dans le dossier. Je fais une interview de Fanny, effectivement. Et en fait, Patrick et Fanny, je les connais depuis 10 ans. D'accord. À l'époque où ils étaient deux, ils sont plusieurs centaines dans leur groupe. Donc Patrick est un ami, Fanny je la connais bien aussi. Enfin, on s'est croisés à de nombreuses reprises, on avait parlé longtemps. Et là je me suis dit voilà, pareil, il y a un moment, je me suis dit c'est Turgis et Gaillard, c'est tous les deux, elles aussi, ont été beaucoup mis en avant par la presse suite à cet événement-là. Et j'en ai discuté, enfin,
L'idée a émergé, j'en ai discuté avec mon collègue Loïs Charlemagne aussi, qui s'occupe des partenariats pour le magazine, qui a trouvé l'idée intéressante. Alors, c'est vraiment en discutant avec toutes ces personnes sur le salon du Bourget, on s'est dit faut qu'on fasse quelque chose. Après, faut le mettre en place dans le chemin de fer de nos magazines. Bien sûr. Et puis finalement, là, ça tombe bien en termes de créneau, parce que du coup, on a la journée internationale des droits de la femme demain. Non, pas demain, en fin de semaine. Ouais, J'espère quand vendredi. j'espère que le podcast sera diffusé. Donc ça nous permet aussi, nous, d'être en kiosque avant, de diffuser un peu sur les réseaux sociaux avant, de servir de relais, en fait, parce qu'on sait qu'il y a forcément une émulation qui va se faire à ce moment-là sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc l'idée, c'est d'être aussi présent et de faire connaître le magazine, évidemment, mais surtout faire connaître les personnes qu'on interviewe, les personnes à qui on laisse la parole, les faire connaître elles, leurs initiatives, leurs entreprises, Ouais, tout à fait. leur démarche. Ouais, Voilà. absolument. Et on viendra d'ailleurs à discuter un peu justement de ces personnes que tu as interviewées. J'ai lu, évidemment, comme tu peux imaginer, avec grand intérêt le dossier, donc j'ai des questions et des choses que j'ai relevées, bien sûr. Voilà. Mais mais juste, je voulais rebondir un petit peu sur le pourquoi, sur les éléments que tu as donnés, et ça reflète beaucoup aussi le pourquoi de ce changement un petit peu de direction pour Defense, pour mon podcast. C'est vrai que de mon côté, j'ai eu exactement la même expérience que toi, hein, bien sûr. Nos premières interlocutrices, ce sont donc des femmes, souvent dans les équipes de communication, et puis très souvent, on est redirigé vers des hommes. Et pour ma part, je fais aussi souvent des modérations de tables rondes en ligne, ou aussi dans des événements, des conférences, et régulièrement, je m'entends dire assure-toi d'avoir des femmes de l'égalité sur ton panel, quoi. D'accord. Et c'est vrai que à chaque fois, je rigole, et je peux pas m'empêcher de rigoler. Je dis non, mais c'est super, je suis ravie que Ouais. vous vouliez avoir plus de femmes, mais moi, je peux pas mettre des femmes là où il y en a pas, en fait. C'est ça Tu mon peux pas problème. inventer, c'est ça, voilà. J'allais te poser la question de savoir de ton côté comment ça se passait sur ces aspects-là. Mais C'est ouais, bien du coup, ça, ouais. c'est ça. On peut faire tous les efforts qu'on veut, si le secteur lui-même a un problème de représentativité, on est bloqué, quoi. Et souvent, on peut se retrouver parfois moi ça m'est arrivé sur certains salons où tu te rends compte que tu vas avoir 7 ou 8 panels sur la semaine, et tu vas avoir 2 femmes qui vont se retrouver à faire 3 ou 4 panels différents, alors que les hommes changent à chaque fois. On en a 2, on va les mettre un peu partout pour assurer de la diversité. C'est ça. Quitte à ce que ce soit parfois un peu hors sujet, et que du coup elles sont un peu hors sol sur les questions et les réponses qu'on leur pose, quoi, les pauvres. Donc c'est Oui. vrai, des fois il y a Alors que ça a rien à voir ça avec leurs répond toujours évident. compétences, c'est juste qu'on C'est les ça, a par mises dans exemple, une c'est situation. juste pour les mises. Ouais, tu n'es pas tu n'es pas un panneau publicitaire parce que tu es une femme, quoi. Tu as des compétences, tu es une personne, une professionnelle, et ouais. Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, effectivement. Et je pense que, tu vois, tu parlais aussi du pourquoi. Moi, ce que je remarque, et c'est un des sujets que j'aimerais aborder aussi dans le podcast, Mhm. c'est que il peut pas y avoir de femmes dans l'industrie de la défense s'il n'y a pas de femmes dans les programmes qui mènent à ces industries, donc dans les ingénieurs et tout ça, C'est un quoi. des gros sujets. Voilà, et je lisais justement dans le dossier, et ça m'a beaucoup interpellée, justement, que il y a un article sur les femmes dans le domaine de la cybersécurité. Alors là, Mhm. effectivement, j'aime beaucoup, d'ailleurs. L'article est écrit un petit peu quelque part entre la technologie et un peu l'étude sociale, donc évidemment, ça Celui me sur la parlait énormément. déconstruction de l'image du geek. Exactement, exactement. Qui est écrit par une femme, d'ailleurs, si je ne me trompe Qui était pas. écrit par Christine Dugouin-Clément, qui rédige beaucoup pour nous, à qui je te mettrai en contact, parce que je pense que tu t'entendrais très bien avec elle. Qui sera peut-être un jour dans ce podcast, d'ailleurs, aussi. Je l'espère, je Et l'espère. et dans son article, elle mentionne justement quelques petits éléments que j'aimerais quand même mentionner, parce que je trouve que c'est hyper important. Donc elle dit: «Rappelons à cet égard que la médaille Fields, qui récompense les talents mathématiques, a été décernée 52 fois depuis 36, et toujours à des hommes. Qu'au niveau européen, si plus de la moitié des diplômes de l'enseignement supérieur sont des femmes,
quand même pas mal, hein. Mhm. Ce taux tombe à 25% dans les filières du numérique et seulement 13% d'entre elles finissent effectivement par travailler dans ce secteur. Et enfin, seulement 18% des acteurs des TIC seraient des femmes. Et ça me rappelle énormément aussi un article que j'ai écrit moi récemment sur le infamous, comme on dit en anglais, projet des sous-marins australiens et du Oh fait mon que Dieu. eux, ben, ils n'ont jamais eu de nucléaire puisqu'ils étaient anti-nucléaires jusqu'à ce qu'ils Exactement. décident d'avoir des sous-marins nucléaires, n'est-ce pas? Et un des gros problèmes qu'ils ont, c'est que d'abord, ils n'ont pas du tout de filière de nucléaire, ils n'ont pas de physicists, C'est et en ça. plus, il n'y a pas de femmes dans ces filières, quoi. Donc, Ouais, c'est un sujet super ouais, bien important. sûr. Je sais plus, on en parlera peut-être après un peu plus en détail, mais dans l'interview de Delphine Sampic qu'on a publié aussi, donc qui est directrice de la communication de J4, j'ai pas pu publier tout, donc je sais plus si cette partie-là, je l'ai publié, mais c'est vrai qu'on a parlé du problème aussi des écoles d'ingénieurs, typiquement en France. On y reviendra peut-être après, mais c'est le pour moi, c'est l'un des plus gros goulets d'étranglement qu'on a. C'est-à-dire qu'au lycée, on a des jeunes filles qui sont très fortes en maths, très fortes en physique, voilà, sans aucun souci, voire même souvent meilleures que les hommes, dans certains cas. Et ben, elles sont pas en école d'ingénieur. Donc, est-ce que c'est parce que bah, on les redirige pas vers ces écoles d'ingénieurs, voilà, problème d'orientation du coup. Est-ce que c'est un problème de sélection dans les écoles? Peut-être qu'il y a aussi Mhm. des préjugés dans les écoles. Est-ce que c'est de l'autocensure? Parce qu'on se dit bah il y a pas de femme ingénieure, donc pourquoi je deviendrais une femme ingénieure? Est-ce que je serais bien accueilli dans une école d'ingénieur? Est-ce que voilà, il y a des perpétuations en fait de stéréotypes de genre. Euh, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué une fois que enfin, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire je suis une entreprise, je veux recruter 50% d'ingénieurs femmes. Bah, s'il n'y a pas d'ingénieurs femmes dans les écoles d'ingénieurs de ta région, bah, tu fais comment, quoi? Ah, c'est ça. C'est un vrai problème. Ouais, ouais, Pas s'attaquer complètement. à tous les problèmes à la fois. Mm. Donc nous, c'est vrai que là, on est un peu plus aval sur les questions qu'on traite dans DevTech, mais effectivement, ça, ce serait une question, vu nous, on parle avec pas mal d'organismes de formation, ce serait peut-être un sujet pour un prochain dossier, effectivement. Comment changer cette image? Je pense qu'il y a un problème d'image. Il y a un problème d'image aussi lié Mhm. aux écoles d'ingénieurs qui sont très boys club. Donc, Mhm. Oui, ouais, oui, oui. il y a des choses, il Je y a des m'en gros coups rappelle. de pied à mettre dans des grosses fourmilières. Oui, oui, je me rappelle quand j'étais en train de faire mes études. Maintenant, ça remonte à il y a un moment. On va pas divulguer combien de temps. Mais il y avait, on faisait nos soirées étudiantes en même temps que les écoles d'ingénieurs et il y avait pas beaucoup de femmes à l'époque. Et je ne suis pas sûre Ouais, que ça ait beaucoup changé entre temps. Et je c'est pense vrai pas non plus. que non. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a un problème de représentation, je pense. En fait, c'est vrai que quand Mhm. tu vois pas vraiment qu'il y a des femmes dans ton domaine, c'est presque quelque chose à quoi tu penses pas. Et dans un des articles aussi, alors je sais plus, pareil, je sais plus si c'est celui sur le J4 ou un autre, mais où elle parle justement l'interviewé parle du fait que quand on fait faire des exercices à caractère mathématique, mais on leur dit mais on dit aux personnes qui font l'exercice que c'est de l'artistique, les femmes vont avoir une meilleure performance que les hommes, mais dès qu'on prononce le mot mathématique, c'est l'inverse qui se produit en fait. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, parce que finalement, tu regardes, on va peut-être plus facilement rediriger une jeune fille, une jeune femme qui est douée en maths, on va plus facilement la rediriger vers la médecine, par exemple, ou de la biologie, alors que les jeunes hommes vont plutôt partir vers l'ingénierie. Mais en fait, oui, on fait des maths dans les deux cas. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, je pense qu'il y a tout un gros tas de clichés et une grosse pile de préjugés à défaire, à détricoter. Ce qu'on essaye de faire, bah, toi avec ton podcast, là moi, ce que j'ai essayé de faire avec ce numéro de DevTech, c'est ça. En fait, c'est le. Je dis pas que c'est une solution, c'est pas c'est la solution, mais c'est un début de solution peut-être. Bah, effectivement, vulgariser, informer, montrer bah, que le secteur de l'industrie de la défense, bah, en fait, il est très accueillant, très ouvert à la diversité, et que c'est pas, bon, ça, pareil, il faudra en parler, mais que il y a l'image aussi du secteur. Là, pour parler plus spécifiquement du secteur de la défense, il y a Mhm. aussi un déficit d'image. Ça, on en a parlé avec Delphine Sampic du J4, qu'effectivement, bah, le J4, c'est pas encore plus particulier parce qu'ils ont déjà bah, plusieurs paliers. Ils ont le fait que bah, pour attirer des femmes, il faut les attirer en école d'ingénieur. Mhm. On peut se leur dire, bah, une fois que tu es ingénieur, viens dans l'armement. Mhm.
malgré l'image peut-être du secteur de l'armement. Puis une fois que tu es dans le secteur de l'armement, viens dans l'armement terrestre, tu vas voir, tu vas t'amuser. Et alors, moi, je dis ça avec un ton qui, finalement, aussi perpétue les préjugés, parce qu'en réalité, le secteur de l'armement est très accueillant, le secteur de l'armement terrestre est très accueillant aussi pour tous les profils différents, mais on a ce cliché du armement terrestre égale armée de terre, donc égale patauger dans la boue, et suer à grosses gouttes, alors que non, c'est pas parce que tu fabriques, je sais pas, un capteur optique pour une boule optronique qui va se retrouver sur un char, que tu es tankiste. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Ouais. Donc, tu peux avoir un métier très glamour dans un secteur qui, effectivement, a une finalité qui ne l'est pas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je veux passer à autre chose après, parce que beaucoup de choses de ce que tu as dit m'ont fait penser à d'autres informations que j'ai Ouais. eues moi aussi et tout. Mais tu vois, tu parlais que c'était important justement de revenir, enfin d'essayer de faire ce lien entre l'industrie et l'académie, en fait, tout ce qui est études. Et j'espère pouvoir faire un podcast aussi avec l'OTAN, qui justement a des programmes à ce sujet pour essayer de travailler de plus près avec les universités et les écoles, pour pouvoir un peu amener un peu plus d'équilibre, on va dire, C'est ça. et d'égalité, pour pouvoir justement attirer plus de talents, puisque évidemment, et ça c'est encore, tu vois, tu parlais d'image, ça aussi je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout compris ni perçu. Et d'ailleurs, j'ai vu que à Paris, dans le métro, je crois que c'était la Marine nationale, ou peut-être tous les trois branches de l'armée Ouais. disaient, en fait, non, c'était la Marine nationale, qui disait, dans la Marine nationale, on n'a pas que des marins, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils de support, en fait, de soutien. T'es pas Ah bah, obligé d'être en évidemment. mer pendant 4 mois Possible. d'un coup, quoi. Exactement, et c'est pareil pour le secteur de l'industrie de défense. Il y a cette image qui est un cliché, voilà, l'armée de terre, on patauge dans la boue, la marine, on n'est jamais chez soi, l'armée de l'air, on est un espèce de chevalier avec un ego surdimensionné. Ça existe, mais c'est pas le cas de toutes les personnes qui travaillent dans une branche, évidemment. Et bien au contraire, en plus, j'en ai visité des usines, j'en ai visité des ateliers de montage où hommes et femmes travaillent ensemble, et c'est des boulots qui sont vraiment, en vrai, vraiment passionnants. Parce qu'en plus, il y a ça aussi, c'est que je pense que les métiers mécaniques souffrent peut-être un peu de l'image de la chaîne d'assemblage Oui. fordiste où tu fais des tâches très répétitives. Dans le secteur de la défense, on n'assemble pas 40 avions par mois, on n'assemble pas 300 véhicules par semaine. On est Il vraiment y en a qui seraient sur de ravis, hein. l'artisanat. Enfin, il y en a qui seraient ravis. Il y en a qui seraient ravis. On va plutôt être sur une tâche, alors je dirais pas d'artisanat, on est quand même sur de l'industrie, mais je pense que pour les personnes qui y travaillent, effectivement, on a plus ce soin de la chose bien faite, on peut prendre le temps. Il y a un rythme à respecter, mais on va vraiment travailler sur un objet qu'on voit évoluer. Les chaînes d'assemblage, effectivement, chez Arcus, Nexter, pour parler du terrestre, mais ça va être pareil chez Dassault, c'est des rythmes qui sont pas les mêmes. On n'a pas ce côté aliénant qu'on peut avoir dans la vision, qu'on se projette de ce que c'est qu'une chaîne d'assemblage de véhicules. On est sur des choses très automatisées aussi. On a un côté geek, en fait, qui peut être assez sympa aussi à maîtriser. Ouais, on est vraiment proche de la matière, proche des objets. Et ça va être pareil pour n'importe quel matériel. Voilà, on a un côté. C'est pas de l'artisanat, je cherche le mot, tu vois, entre c'est de la production en série, mais avec un espèce de. On peut mettre en place le savoir-faire, on a le temps de le voir se mettre en place. On n'est pas affecté à une seule tâche très répétitive toute la journée. Ouais. On a quelque chose de beaucoup plus enrichissant que finalement dans le secteur civil pas tout le secteur civil, mais à tâches équivalentes, souvent on est sur des choses qui sont plus enrichissantes. Et quelque chose qu'on note pareil, je sais plus quelle interview, il y a un côté très transverse, c'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le secteur de la défense, ça reste une grande famille. Oui. Et finalement, tu vas pouvoir assez facilement passer d'une entreprise à l'autre dans le même secteur, puis même d'une branche à l'autre. Genre, c'est pas, tu peux être typiquement à Saint-Nazaire, quelqu'un qui va être mécano-soudeur sur une chaîne Arcus va pouvoir faire ça pendant 6 mois et ensuite faire mécano-soudeur sur un chantier naval, civil d'ailleurs, ou militaire. C'est vraiment très transverse, très transversal, et il n'y a pas de blocage, et personne va te faire la gueule parce que tu quittes une boîte pour aller dans une autre. Au contraire, on va être en mode c'est cool, on s'enrichit en fait, les entreprises s'enrichissent les unes les autres. Et ça
c'est une bonne chose pour attirer des profils, je pense. Mais c'est quelque chose qui est pas mis en avant, je trouve, Absolument, dans les ouais. campagnes de pub, de communication, alors qu'en vrai, c'est essentiel de se dire, bah ouais, viens chez nous et tu pourras faire une carrière, une vraie, pas juste le même boulot toute ta vie. Si tu veux faire une pause parce que tu veux, je sais pas, voyager, avoir des enfants, bah tu peux, tu pourras revenir. C'est un secteur qui est très demandeur, donc quand c'est un secteur très demandeur, on va pas te dire, ah, bah, vous avez un trou de 6 mois dans votre CV, désolé. Ah non, non, au contraire, je pense qu'on a une grande latitude. Si tu veux un CDI, tu auras un CDI. Si tu veux faire de l'intérim, tu feras de l'intérim. Voilà, je pense que c'est un secteur qui est très demandeur en profil de tout genre, de tout type. Donc, Ouais, voilà. absolument. J'ai Ah, l'impression que et je bosse pour eux, alors pas du tout. presque. Non, et juste pour nos auditeurs qui liront la traduction en anglais, le CDI, c'est donc le fameux Oui, contrat à durée indéterminée, donc qui n'est pas renouvelé, mais qui continue jusqu'à ce qu'un des deux côtés décide d'arrêter. Et tu parles justement beaucoup de clichés et je voulais en venir un peu là-dessus. Ça revient aussi beaucoup dans les interviews que tu as publiées dans le numéro et le fait qu'on pense beaucoup que le secteur de la défense, c'est un secteur d'hommes, que les femmes ne sont pas bienvenues, que les femmes ne vont pas peut-être trouver leur place. Et ce que je trouve formidable, c'est que justement dans les interviews, ben c'est pas du tout ça en fait. On comprend exactement le c'est contraire. l'inverse, au contraire, exactement. Complètement et ça reflète énormément aussi mon expérience, hein, bon alors moi je suis pas ingénieure, hein, c'est différent. Je suis rentrée en tant que journaliste et puis mon rôle a évolué mais c'est vrai que depuis enfin pratiquement tout de suite, j'ai été accueillie à bras ouverts, par tous nos collègues, journalistes, si un de mes collègues n'est pas dispo pour faire un article, mon nom circule et vice versa évidemment. Donc, je ne me suis jamais sentie pas bienvenue. Même quand Mhm. je fais des interviews d'industriels, j'ai jamais eu la sensation qu'on me regardait alors, de temps en temps, je reconnais. Pour la petite histoire, de temps en temps, je peux arriver sur un stand, commencer à poser des questions et je sens au début que bon, bah, les questions sont simples parce que c'est une entrée en matière, donc je sens qu'il y a une certaine façon de parler qui est pas condescendante, mais qui reste dans le simple parce que peut-être ils ont pas complètement tout de suite saisi que j'étais dans la presse spécialisée. Mais Mhm. immédiatement, quand je commence à poser des questions beaucoup plus techniques qui prouvent que ça fait un moment que j'écris sur les sujets, je note un changement d'attitude qui est formidable et qui me fait toujours sourire intérieurement, en fait. C'est les surprises, en fait. C'est une femme qui comprend et qui pose des C'est questions. Après, je pense qu'il y a aussi le côté, peut-être, parce que je l'ai vécu aussi, peut-être pas aussi fort, mais aussi le côté un journaliste qui comprend. Parce que, C'est vrai, bon, c'est vrai. sur certains salons, bah, ça dépend des salons, pas sur Space, tu vois, mais sur des salons comme le Bourget, où il va y avoir du grand public et du professionnel, effectivement, tu arrives avec deux questions un peu basiques, on va te sortir le discours très, très de surface. Mmh. Et puis dès que tu poses deux trois questions, mais oui, après je l'ai vu bah, en faisant voilà, des reportages avec toi, avec d'autres collègues féminines, que effectivement parfois il y a cette attitude-là. Après dès qu'on est dans le sérail, effectivement ils nous connaissent, Oui. donc je pense qu'il y a moins ça. Enfin, je sais pas, je pense Si, pour si, toi c'est aussi. vrai. Mais ouais. Oui, oui, tout Mais à oui, fait. oui, du coup, faut dire je suis le docteur Alex Valenti et tu sors ta carte de presse tout de suite. Alors, je n'ai pas de carte de presse, mais oui, le Non, docteur, est toujours est très souvent sur mon badge, je reconnais. c'est très bien, c'est très bien. Ça leur, ça leur couple. Mais Ça du coup, fait toi personnellement, ah pardon, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, mais toi personnellement, du coup, est-ce que tu as l'impression que en tant que femme, on va parfois te rediriger plus facilement vers des interlocutrices ou tu vois ce que je veux dire? Ou pas forcément, ou globalement, Non, 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 pas non. du tout. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr, mais Oui, non, pas du tout. On me redirige pas tant mieux. nécessairement, vers des femmes. Ah donc c'est non, j'ai jamais vécu ça. Il y OK, en a ouais, ouais. pas. Mais c'est bien parce que oui, il y a ça aussi. J'allais dire c'est bien, ça illustre le fait que c'est pas qu'un boys club qui met les filles de côté. Non, c'est effectivement peut-être parce qu'il y en a pas. C'est peut-être très rassurant.
Non, In non, non, fine, oui. c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est vrai qu'on est, il y en a, elles sont pas nombreuses. Après, juste avant, donc moi depuis le mois de juin dernier, je fais l'animatrice des Euronaval Talks, organisés Mhm. par la Sogena Gican. Et juste avant Noël, on a fait un talk où on était, en incluant moi, modératrice, on était plus de femmes que d'hommes sur le plateau. Et j'avoue que c'était, Mm. waouh, on était ravis, quoi. C'était, ouais, les hommes Ah, aussi tu d'ailleurs, m'étonnes. hein, cliché, mais les Ouais, hommes mais c'est aussi. ça. Mais c'est vrai que c'est un truc. Bah là, j'ai réalisé là en faisant en préparant l'interview, enfin notre entretien, que bah, du coup dans le dernier DevTech, celui où il y a le dossier, Mhm. eh ben, il y a plus de pages écrites par des femmes que par des hommes dans le magazine, et je suis très content de ça. J'ai remarqué, j'ai Si fait le compte et j'ai j'enlève remarqué. les... Ah, c'est vrai? D'accord. Oui, bah, si t'enlèves les rubriques un peu impersonnelles, etc., mais sur les articles signés, effectivement, ou en comptant les interviews, parce que ça reste leur parole, ouais, on a plus, c'est très bien. Tout ça. Mais globalement, je dis pas que j'arrive à la parité, mais on a vraiment des interlocutrices, des collaboratrices très régulières dans Neftech. Parmi les auteurs et les autrices qui reviennent le plus souvent, bah, on a effectivement Ajna Kavins, Clara Petit qui écrit pour nous. Les jeunes IHEDN, on a un partenariat avec eux, mais on voit aussi souvent des papiers écrits par des doctorantes ou des docteurs Mm, femmes. Donc oui, on essaye quand même d'avoir toujours une... On essaye pas en fait, ça se fait naturellement. mm. Ouais. Ça se fait comme ça. Mais tant mieux, Beh, tant c'est mieux. intéressant parce que moi, j'espère pas dire une bêtise en disant ça, hein, on se connaît pas nécessairement tous, mais comme tu dis, les journalistes de défense, finalement, le vivier reste assez restreint, donc on finit plus ou moins par se connaître les uns les autres. Et du côté anglophone, puisque moi j'écris pour la presse anglophone, Mhm. on n'est pas beaucoup de femmes, hein. On n'est vraiment pas beaucoup de femmes. Moi j'en ai connu Ouais, quelques-unes en commençant, une, il y en a a. arrêté. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, j'en vois quelques-unes de tête. Enfin, comme vous voyez Christina, je pense à Vivienne. Voilà. Effectivement, il y en a, mais oui, globalement, effectivement, quand on fait des press tours, ouais, il n'y a pas parité, c'est sûr. Ah non. C'est ça. Non, c'est certain. Ouais, Mais et puis ouais, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, et puis c'est vrai qu'on constate. Après, ça reste un milieu qui bouge pas mal, le journalisme. Mais j'ai l'impression, tu me diras, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans ce milieu de la presse spécialisée défense parce qu'ils sont intéressés par la défense Mmh et mh. du coup qui y restent. Mmh. Alors qu'il y a j'ai vu pas mal de collègues journalistes féminines rentrer dans ce secteur-là parce qu'elles sont avant tout journalistes Mmh. et du coup qui vont plus facilement switcher vers ensuite bah, comme on est tous très mobiles hein, dans ce métier, on passe d'un titre à l'autre, etc. Mais les mecs vont souvent rester dans une presse spécialisée défense. Donc on les retrouve, nous, sur les forums, sur les salons, sur les voyages de presse, etc. Alors que bah, les femmes vont peut-être ensuite passer sur des magazines plus spécialisés sur les technologies, sur l'automobile, sur les problèmes de société, etc. Je pense qu'il y a, comme c'est pas les mêmes filières, on a Mmh. voilà, je me demande s'il n'y a pas de ça. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as remarqué ou pas. Alors je peux pas parler pour les, enfin si, 2 des journalistes que je connais, anglophones, effectivement, elles ont changé pour d'autres domaines ou des domaines un peu adjacents, mais pas vraiment Mhm. défense, défense. De mon côté, ce que je peux te dire, en fait, c'est, et je sais pas si c'est, encore une fois, hein, je peux pas parler pour toutes les femmes, qui sont journalistes défense, mais de mon côté, parfois, j'ai un peu, évidemment, le imposter syndrome. Et n'étant pas justement de base un geek défense, Ouais. parfois, je peux être un peu intimidée, si tu veux, par nos collègues qui savent reconnaître un navire, qui savent reconnaître les radars sur les navires, toutes ces Bonjour Xavier. technologies-là, entre autres, exactement. Et j'admire et je me dis, moi, je suis incapable. Mais en dehors du fait que ça m'intéresse pas nécessairement, mon cerveau est juste incapable de retenir cette information.
En revanche, je me rends compte que ce que les gens aiment beaucoup dans ma rédaction, c'est justement ce pas en arrière, donc il y a toujours beaucoup de technologies puisque ça m'intéresse, hein, c'est tellement fascinant, toutes Mhm. les technologies qui émergent et comment elles aident, nos soldats, nos marins, et tout ça. Mais je prends toujours un peu ce recul de dire: «Bah, voilà la big picture, voilà en quoi ça aide, au Mm. niveau, ben, géostratégique, au niveau, de nos forces armées» et ensuite je rentre dans la technologie. Donc peut-être Mm. effectivement et je pense que ça correspond un peu aussi, encore une fois, c'est une de tes interviewées qui le dit, que les femmes ont peut-être plus un petit peu cet aspect, cette relation à tout ce qui est social, à tout ce qui est culturel, que nous on amène, que Exact. les hommes peut-être restent plus vraiment dans la technologie. Et il y a pas, there's no right or Peut-être. wrong. Mhm. Au contraire, c'est même complémentaire. C'est Mm. c'est ce que je trouve ressort des différentes interviews. Du coup, j'avais une question à te poser, mais j'essaierai de la retenir pour plus tard. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce qui ressort des interviews, c'est ce côté, en fait, c'est complémentaire. Et là, il y a des personnes que j'ai pas pu interviewer ou j'ai pas pu publier parce que c'est un peu touchy. Mais notamment sur des négociations internationales avec des pays très culturellement exotiques pour nous. Mhm. Le Moyen-Orient, le Japon. Euh, on va avoir des cultures très différentes, des cultures de la négociation qui sont très différentes. Tout à Et fait. la complémentarité des profils est essentielle pour remporter des contrats, pour signer des contrats. C'est-à-dire que si tu n'envoies que des ingénieurs dans un pays où la culture d'ingénieur, sur la partie négociation en tout cas, ils n'en ont rien à faire, Mm. bah, tu seras forcément en retrait par rapport à une équipe plus diverse, plus diversifiée, où tu auras des profils plus sociologues, des profils plus commerciaux, des profils plus marketing, des profils. Voilà. Il faut diversifier les profils au sein de son équipe pour en fait pérenniser son activité, développer ses ventes, etc. Et ça, bah, du coup, c'est là où il y a une force aussi finalement, c'est une force aussi d'être une femme, c'est que bah, effectivement, vous n'êtes pas très bien représenté dans les écoles d'ingénieurs, effectivement, Mhm. mais vous êtes peut-être bien représenté aussi mieux représenté dans des écoles de marketing, dans des études de sociologie, etc. Bon, moi, je viens de la sociologie, pardon. Je viens des sciences sociales, donc je l'ai remarqué. Mhm. Voilà. Après, derrière, c'est, bah, ok, il y a le profil est là. Derrière, il faut recruter, convaincre que cette branche-là est intéressante, qu'il y a du challenge, qu'il y a des aventures professionnelles à vivre, etc. Mais en tout Mhm. cas, oui, la complémentarité des profils, elle est essentielle. Et ne pas être ingénieur n'est pas une tare du tout. Tout à fait. Pour, sauf peut-être en France. Oui. Oui. Ça, Mm. on pourrait. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. La culture ingénieur en France, je pense que le nombre de contrats qui nous ont échappé parce qu'on a envoyé des ingénieurs au lieu d'envoyer des commerciaux et négocier, je pense que ça se compte en dizaines de milliards de dollars. D'accord. Mais ah oui, vraiment, il y a des trucs qui nous passent sous le nez parce qu'on va, bref, un sujet pour peut-être un autre Un autre podcast. épisode. Ouais, si on veut s'embrouiller avec toute la filière. Mais un exemple tout bête, tu regardes la liste des femmes qui sont CEO dans la défense. Bah, moi, je peux citer Marilyn Newson chez Lockheed Martin qui a été jusqu'en 2020. T'as Kathy Warden qui est chez Northrop Grumman encore maintenant. T'as Phoebe, je sais plus si on dit Phoebe ou Phoebe Novakovic, Phoebe, qui normalement. est CEO. Phoebe, ouais. Novakovic qui est PDG chez General Dynamics. Voilà. Aux États-Unis, j'ai des noms qui me viennent. En France, j'en ai pas. Je me Mm. trompe peut-être, Mm. mais je suis pas sûr. Bon, Dassault, non. Safran, Thales, non. Naval Dexter, Group, Thales, non. voilà. Voilà. Je ne sais pas. Mais parce que, bah, finalement, en France, si t'es pas ingénieur, t'arrives pas à la tête d'un de ces grands groupes. Tu Tout à peux fait. devenir ministre de la Défense. Voilà, Oui. Florence Parly, elle a beaucoup plu à la Défense. Plutôt, il y a eu Michel Alliot-Marie qui était plutôt aimé aussi des forces. Mais si t'es pas ingénieur, ouais, t'es pas CEO, quoi. C'est un peu... Et ça, peut-être qu'il faut que ça change, parce que finalement, t'as pas forcément besoin d'être d'avoir fait des études d'ingénieur pour comprendre les technologies, pour comprendre la technique, pour t'y intéresser, et puis pour comprendre ce que le marché veut, parce que finalement, pareil, l'acheteur, c'est pas un ingénieur au final, Mm, mm, euh, mm. c'est un utilisateur. C'est Donc, vrai. bon, ouais.
tout un vaste débat. Mais c'est vrai que ça ressort des interviews. C'est vraiment ce côté, on est complémentaires. Et ça, c'est un des regrets que j'ai, mais peut-être que ça donnera lieu à un autre dossier. C'est que finalement, cette complémentarité, on pourrait l'étendre. Je pense que ça pourrait être intéressant de s'approcher d'associations LGBT, peut-être de regarder aussi tout ce qui va être travailleurs et travailleuses en situation de handicap. Il y a chaque profil différent va avoir un vécu différent, va avoir traversé des épreuves différentes, va avoir une approche différente de la solution à un problème, et ça fait des équipes qui peuvent être vraiment imbattables, quoi. Ouais. Donc, faut rappeler tout ça. Ouais. C'est intéressant que tu parles de ça d'ailleurs parce que c'est justement là en mai, je vais aller à une conférence organisée par le Naval War College sur Women, Peace and Security. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. C'est horrible. Je parlais association LGBT, Ah oui, travailleurs, exact. travailleuses en Merci. situation de handicap. Je reviens. Donc c'est Le intéressant. transcript va être intéressant sur cette partie. Ouais. Tu peux couper. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement en mai, je vais aller à une conférence sur Women in Peace and Security organisée par le Naval War College. Ils l'organisent une fois par an. Et une des personnes avec qui j'ai parlé dans les préparations justement pour partir pour cette conférence me disait qu'il y a quelques personnes qui commencent justement à parler de ça, en fait, à parler de cette égalité non seulement entre hommes-femmes, mais tout simplement élargie à tous les groupes qui peut-être ne sont pas représentés justement dans ce domaine, pas encore, parce que pour plein de raisons différentes. Hein, c'est pas nécessairement toujours en fait, c'est ça qui est important de dire, je pense, comme on arrive vers la fin, malheureusement, de notre épisode. Je pense que tu as raison, il faudra en refaire d'autres. Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas nécessairement toujours une discrimination. D'ailleurs, je pense dans ce domaine, rarement une discrimination voulue, en fait. C'est tout simplement qu'il n'y a pas cette représentation de ces groupes. Et du coup, il n'y a pas l'attrait de ces groupes pour ce genre de domaine, en fait. C'est pour ça que ça a été important pour nous d'interviewer notamment Anne-Laure de la Rivière de Women for Cyber, mais aussi Delphine Sampic du J4, parce que c'est des personnes qui, via leur profession, via les associations qu'elles représentent, via les groupements qu'elles représentent, vont essayer de parler effectivement directement à la base. Donc ça va être auprès des jeunes diplômés, des jeunes étudiants, étudiantes. Parce que oui, c'est exactement ce que tu dis. Je pense pas qu'il y a, en tout cas dans le secteur de la défense, je pense vraiment pas qu'il y ait de discrimination voulue. Il doit y en avoir. Au niveau individuel, mais voilà. Il y en a façon de voir, mais pas systémique. Voilà. Par contre, je pense qu'il y a une discrimination qui est subie, parce qu'en fait, c'est vraiment un secteur qui a envie de recruter, qui a besoin de recruter, qui cherche des profils, et ils ne les trouvent pas. Et je pense que eux, tu leur dis, mais vous employez, je sais pas, parce que vous seriez ravis d'avoir 50% de femmes et 20% de personnes LGBT, mais ils signent tout de suite, en fait. Eux, ça leur remplit leur bureau d'études, ça remplit leur chaîne d'assemblage, ça crée des équipes hyper cohérentes, hyper fusionnelles, hyper complémentaires. Ils seraient vraiment ravis de ça. Mais oui, il y a beaucoup de mentalités à changer et à tous les niveaux. C'est ce qu'on essaye de faire avec DevTech, c'est ce que tu essayes de faire avec Defense. Et on va y arriver en faisant plein d'épisodes. Exactement, on espère. Mais écoute, en tout cas, Yannick, c'était un vrai plaisir. Est-ce que, avant de conclure notre petite discussion aujourd'hui, tu veux ajouter un petit quelque chose qui est vraiment ressorti pour toi dans toutes les interviews que tu as eues pour préparer ce dossier, justement? On a déjà parlé de, je pense, ce qui me semblait le plus important. J'aurais juste voulu peut-être citer un peu quand même les personnes qu'on a fait participer dans ce numéro, dans ce dossier. On a déjà cité Christine Dugouin-Clément qui a fait donc un article sur la déconstruction de l'image du geek et la féminisation de l'archétype. Et qui est notamment les enjeux pour tout ce qui est recrutement dans des cybercombattants. Et effectivement, c'est un super papier. Oui. Donc on a fait une interview de Anne-Laure de la Rivière, donc qui a plusieurs casquettes. Donc effectivement, elle est membre du bureau de Women for Cyber, mais elle est aussi directrice de la communication chez Gatewatcher, et elle est créatrice du podcast Dans l'œil de la cyber. Okay. De cyber.
Évidemment, Fanny Turgis, présidente du groupe Turgis et Gaillard, que je remercie encore une fois pour son interview et puis pour m'avoir donné l'idée de ce dossier. Chez Surveycopter, un interview assez sympathique de Maëlys Darico et Maïté Benetsem qui s'occupent plutôt des ventes et des aspects commerciaux chez Surveycopter. Surveycopter, c'est une petite boîte qui fabrique des drones. C'est une filiale d'Airbus, mais ils sont situés à Pierre-Lade, donc c'est vraiment une petite ville. C'est pas du tout dans un des bassins de recrutement traditionnels de l'aéronautique. Donc ça, c'est intéressant à surveiller, parce que le fait de ne pas être dans les grands bassins, Toulouse, Bordeaux, je me demande si ça peut pas attirer d'autres profils un peu différents. Donc c'est peut-être plus féminin à voir. À voir. Delphine Sanpic qu'on a déjà cité, et voilà. Donc c'était juste pour les remercier toutes d'avoir participé à ce dossier, plus toutes nos autres autrices qui participent régulièrement à DevTech, compris dans ce numéro. Donc voilà, et merci à toi pour cette petite discussion. Il faudra qu'on refasse ça. Avec plaisir, vraiment. En tout cas, je veux rappeler à nos auditeurs que DevTech est actuellement disponible dans les kiosques en France et que si jamais on rate le train, c'est disponible aussi à commander en ligne, je présume. C'est ça, exactement, sur le site Arayon 24. Voilà, le site Arayon 24. On met également sur notre site pas mal d'articles en ligne. Et là, on va essayer de mettre la plupart des interviews en ligne en français. D'accord. Donc, il y en a, je pense, la moitié qui sont déjà, dont on évoque là le dossier, il y en a une bonne moitié, je crois, qui sont déjà en ligne, et le reste va être publié prochainement si c'est pas déjà fait. Et donc c'est en français, mais un petit coup de Google Translate et vous aurez les interviews en anglais. Donc tout ce dont on vient de parler là, vous devriez le trouver en ligne. Si ce n'est pas déjà le cas, ce sera bientôt le cas. Donc je dis pas de bêtises. C'est je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc c'est arayon24.news le site, et là après dans les rubriques on cherche DevTech et on retrouve les articles en ligne. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Yannick, merci encore une fois pour toutes ces informations. C'était un vrai plaisir et je pense qu'on se donne rendez-vous d'ici quelques mois pour faire un update et continuer creuser sur certains sujets qu'on n'a pas pu aborder de près aujourd'hui. Il y a des interviews que j'ai pas pu faire, que j'aimerais bien faire. Des personnes qui n'ont pas pu être interrogées pour ce dossier, à qui on essaiera de donner la parole. Donc, on pourra en reparler à ce moment-là. Yes, ça marche. Bah écoute, je te souhaite une excellente journée. Merci encore. Et puis, on se fait un update bientôt. Salut! Exactement. À très bientôt. Salut.